Merci à Pascal de m'avoir proposé d'animer cette séance qui va nous faire voyager du coup entre l'Italie des années 70, va nous faire ensuite aller à Haïti, à Port-au-Prince et dans le reste du pays, et puis pour finir avec une communication donc, sur Lyon. Donc nos trois intervenants sont Raffaello Doro de l'université de Tuscia. À ma droite, il y a donc Wisnik Pagné, donc de l'université de Laval. Et puis Sébastien Poulain, qui est donc docteur en sciences de l'information et communication de l'université Bordeaux-Montaigne. Raffaello est quant à lui professeur d'histoire et va nous proposer donc une réflexion sur l'évolution des mobilités aussi bien en termes de réception que de production dans les années 70, avec une réflexion aussi de deux de nos premiers intervenants sur les questions de mobilisation et de contestation, qui fait aussi un peu écho à la communication qu'il y aura tout à l'heure dans la séance plénière avec Jean-Jacques. Donc Raffaello, si vous êtes prêt, tout à fait. Je vous invite du coup à nous faire votre communication qui s'intitule donc « De la clandestinité au web, radio libre italienne et mobilité des années 70 jusqu'à l'arrivée d'Internet ». Oui, merci. Bonjour à tous. Et je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du colloque et en particulier Pascal Rico et l'équipe Prime, mais aussi bien tous les bureaux du GRER. Alors, c'est ce que je vais vous présenter, c'est une communication sur le développement du mouvement italien des radios libres à partir des années 70 jusqu'à un événement que je pense puisse marquer un tournant de l'histoire de la radio en Italie, c'est-à-dire les journées de Gênes 2001, quand Radio Gap, qui plus tard on verra de ce qu'on parle, va changer un petit peu la modalité de communication des radios communautaires et associatives en Italie. Mais ma démarche historique, ma perspective historique veut partir de les liens entre mobilité et radio italienne. Alors, la première radio libre qui émet au dehors du monopole en Italie, c'est Radio Sicilia Libera, c'est-à-dire une radio qui émet à partir de Partinico en Sicile en mars 1970 et est animée par les sociologues et écrivains. Il manque l'image. J'espère qu'il puisse arriver aussi d'image. Mais bon, je vais vous... Non, c'est pas grave. En principe, là, il y a quelque chose qui s'affiche. Je vois rien, je vois même pas le curseur. D'accord, non, si vous préférez, je peux la sauver sur les desktops. C'est ici que ça se fait l'image? Ou c'est eux? En principe, il y a une icône, là, je le vois pas. Image, le pourquoi? Ça, c'est sur Internet? Ouais. Je sais pas si tu trouves l'icône. C'est un PDF que vous avez? Oui, c'est un PDF. Bah, mettez-le en plein écran aussi. Alors, celle-là. Copie. Juste... Voilà. Merci bien. Merci. Alors, donc, j'arriverai à faire ma communication. J'espère que oui. Donc, les liens entre les radios italiennes et la mobilité, c'est un lien immédiat. C'est-à-dire que la première expérience de radio au dehors du monopole en Italie, c'est, comme je venais de dire, Radio Sicilia Libera, Partinico, en Sicile, en mars 1970. Les sociologues, cette radio est animée pour 25 heures par le sociologue et écrivain Danilo Dolci, qui était animateur dans Centre Études Partinico, et il était toujours été à côté des luttes des pauvres et des humbles. Il lance sa radio pour dénoncer les retards des travaux de reconstruction après un tremblement de terre qui était arrivé en Sicile en 1980 et 68. Donc, comme vous pouvez voir,
la radio de Danilo Dolci vient saisie par la procure parce qu'elle se pose volontairement au dehors du monopole. Et l'attitude de Dolci, c'était de mobiliser un vaste mouvement d'opinion culturelle pour parler du monopole et de sa difficulté de représenter toutes les couches sociales. Quelques années plus tard, les débats ont évolué et à une semaine de la discussion au Parlement italien de la loi de réforme sur l'audiovisuel, le 30 novembre 1974, l'émetteur ancien Roberto Faenza lance Radio Bologna per l'accesso pubblico, c'est-à-dire Radio Bologna pour l'accès public. Comme vous pouvez voir, il émettait depuis une roulotte en se déplaçant sur la colline de la ville de Boulogne. Et son but, c'était celui de démontrer au gouvernement que la thématique du monopole, c'était plus tolérable. C'est-à-dire que désormais, il était prêt, la technique et la société, à démanteler les monopoles et à créer milliers de voix libres. D'ici, on arrive bientôt à Radio Parma, le 1er janvier 1975. On peut dire aussi que Radio Parma représente un lien entre mobilité et radio, parce que le modèle auquel s'inspire Radio Parma, c'est le modèle de la RAI. Donc, les premières émissions vont couvrir, c'est ce que je pense les gens à propos de la vie de la ville. Et on peut voir des reporters qui vont à l'intérieur de la ville en enregistrant des questions aux citoyennes. Mais le mouvement de radio libre est désormais lancé en grand style. Et à partir du mars 1975, on commence à voir aussi des tendances pour ce qui concerne les contenus. Et je vous cite juste cette radio-là, Radio Milano International, qui naît en mars 1975, parce que c'est la première radio qui pose la question de constitutionnalité à la Cour constitutionnelle italienne. Elle sera fondamentale pour ce qui s'arrivera en juillet 1976, quand la Cour constitutionnelle donnera un arrêt favorable à l'installation des radios locales privées au dehors du monopole. Comme vous pouvez voir, Radio Milano International, c'est l'un des radios qui utilisera pour la première fois les formats non-stop music et il deviendra bientôt un prototype de radio à vocation commerciale. Mais c'est ce qui m'intéresse plus dans cette communication, c'est le rôle joué par les radios militantes, surtout dans une décennie dans laquelle la politique en Italie c'était à l'ordre du jour. On vivait pour la politique, surtout dans certains milieux. Et donc, j'ai trouvé très intéressant voir les liens entre la nouvelle capacité d'informer de cette radio militante, de ces radios militantes, et la réponse de la société, des auditeurs, la participation des auditeurs. Et l'un des premiers que j'ai pris en considération, c'est Radio Canale 96, qui émet à Milan, et comme vous pouvez lire, c'est un radio qui se pose à côté des luttes des ouvriers d'une usine de Milan. Elle s'appelait l'Electron Video, et elle pointait à un renouvellement du caractère de l'information en critiquant la gestion de l'information par les monopoles de l'audiovisuel. Comme vous pouvez voir dans les plaquettes, cette radio s'est définie radio prête à parler des rubriques des services à propos des usines, des écoles, du territoire. Donc, on peut lire des problèmes à propos des jeunes, des femmes, et aussi en proposant différentes modalités des programmes de culture et spectacle. Bientôt aussi, Radio Canale 96 sera saisie par les autorités et elle aussi sera fondamentale dans la bataille juridique qui partira dans ces années.
à côté de Radio Canal 96 est très important pour ce que deviendra la future Radio Popolare à Milan, c'est Radio Milano Centrale, qui est animé par un groupe de journalistes qui avaient déjà travaillé à la RAI, c'est-à-dire au service public de la radio-télévision. Mais le phénomène des radios qui essayent de trouver de nouvelles modalités d'expression et de faire exprimer qui n'a pas de voix et faire exprimer les gens qui voient dans la radio un instrument de discussion et d'échange, c'est une tendance qu'on peut voir plutôt d'une façon homogène dans les territoires italiens. Alors à Rome, l'une des premières stations qui va émettre est Radio Città Futura, c'est-à-dire la radio qui vient créée par la formation politique d'avant-garde opéraïa, et bientôt cette radio se vit comme la voix du mouvement dans l'ensemble et pas seulement comme la voix d'un seul groupe. Et Radio Città Futura a été l'une des premières radios à inaugurer un programme complément géré par un collectif féministe avec les émissions de Radio Donna. Et cette radio va bientôt devenir l'une des voix plus irrévérencieuses de la modulation des fréquences à Rome, car son but déclaré était celui de représenter une alternative à l'information bourgeoise. Durant 1977, Radio Città Futura deviendra l'un des composants du mouvement qui se développe dans l'année. Elle aura aussi un rôle très important dans les longueurs des directs autour des rassemblements et des violentes manifestations qui se déroulent en cette année-là dans la capitale. La radio est témoin des violents affrontements entre la police et les collectifs autonomes et donne des informations de plus en plus précises sur ce qui se passe à l'intérieur des débats des organisations d'extrême gauche. Comme vous pouvez voir dans ces images-là, on voit des images de manifestations parce que Radio Donna, c'est-à-dire l'émission à caractère féministe, sera pris d'assaut par un groupe de néo-fachos en janvier 1979 et dans lequel les animatrices de la radio resteront gravement blessées. Et la participation de la population des auditeurs, vous pouvez la voir dans ces images, parce que dans quelques années, Radio Città Futura est devenue l'un des voix plus importantes des radios militantes à Rome. Merci. Comme je vous disais, Radio Milano Centrale, c'était le prototype, dans quelque façon, des radios populaires. Et on ira voir par la suite. Et je vais vous donner aussi quelques chiffres pour vous faire comprendre mieux la portée du mouvement italien, qui a été bien considéré comme l'un des mouvements de radiophonie libre unique dans le monde. On peut individuer des caractéristiques fondamentales dans ce mouvement-là. Un phénomène par les bas, un phénomène au dehors des institutions, un phénomène homogène et national, parce que des radios naissent aussi bien dans les grandes villes que dans les petits centres. Une prise de la parole qui a été plusieurs fois évoquée dans ces colloques généralisés et quelques chiffres nous montrent l'évolution des numéros de radios. Fin 1975, on avait 150 radios libres. Fin 1979, environ 2600 radios libres. Pour arriver ici, je vous demande pardon, à 1984, à plus de 4000 stations recensées. Et après, on va, à mon avis, à l'une des expériences qui plus de l'autre ont marqué le mouvement italien, c'est-à-dire Radio Popolare de Milan. Elle commence à émettre en juin 1976. C'est un radio lié au groupe d'extrême gauche qui se veut voix du mouvement des étudiants et des revendications des ouvriers. Dans quelques mois, elle devient la radio porte-parole de lutte de cette période. Le téléphone est l'outil le plus utilisé pour faire communiquer et mettre en circulation des débats entre les animateurs de la radio et ses auditeurs. C'est envoyé à l'intérieur des cortèges, téléphone en direct en studio pour informer à propos du déroulement des manifestations.
on a parlé pour Radio Popolare des envoyés à jetons, c'est-à-dire qu'il allait dans la cabine téléphonique la plus proche et il appelait en direct pour informer le public sur ce qui se venait de passer dans les cortèges. On peut dire qu'elle a été une radio vraiment populaire parce qu'elle a promu sur ces ondes des débats à propos de l'usage de la violence entre jeunes d'extrême gauche et jeunes d'extrême droite. Et en 1978, Radio Popolare développe une campagne d'information visant à démanteler la version officielle des autorités à propos de la mort de deux militantes de gauche du centre social Leon Cavallo, c'est-à-dire Fausto et Iaio, accusés d'être au centre d'un trafic de drogue. Radio Popolare fera émerger la vérité à travers plusieurs débats et manifestations publiques. On ne peut pas dimentiquer Radio Radicale qui, dans cette année, a été une radio qui s'est vu enlever le financement public par le gouvernement italien, le précédent gouvernement italien, mais Radio Radicale dont vous pouvez écouter tous les archives online. Radio Radicale, c'est la seule qui avait un projet d'archivation de ces sons et se pose au service du public en inaugurant une radio novatrice au profil de l'information qui, dans le courant des années, ira s'imposer dans le panorama de l'information radiophonique italienne. Et puis, on a Radio Alice, c'est-à-dire probablement la radio qui est plus connue que les autres à l'étranger. Radio Alice est née en 1976 et il s'agit d'une radio tout à fait différente. Son but initial, c'était de transformer le langage radiophonique traditionnel. Radio Alice se définissait en une station mao-dadaïste, en indiquant avec cette formule une approche ironique au dogmatisme typique de la plupart des groupes d'extrême gauche dans cette période-là. C'était influencé par les théories des avant-gardes artistiques et poétiques d'Antonin Artaud et Vladimir Mayakovsky et s'est proposé de changer les schémas conventionnels de la communication radiophonique afin de faire émerger le langage de la vie quotidienne, de la vie vraie. Juste à partir de son début, Radio Alice lance ses messages alternatifs et anticonformistes en privilégiant les téléphonées en direct des auditeurs, les bulletins d'information, mais aussi les concerts de groupes émis directement dans son studio, outre la musique la plus combative de la période. On peut citer Led Zeppelin, Frank Zappa, Jimi Hendrix, Patti Smith, Who. Mais il y a aussi la place pour toutes les minorités intéressées à véhiculer leur contenu à travers la radio, tels que par exemple les groupes féministes et homosexuels ou les collectifs d'ouvriers en lutte. Le téléphone, par l'intermédiaire de la radio, devient l'instrument à travers lequel la voix change son rôle et permet la transformation des programmes qui deviennent le fruit d'une élaboration collective. Je vais rapidement vers la conclusion. L'histoire de Radio Alice est devenue célèbre à cause de sa fermeture et de sa saisie opérée par les autorités la nuit du 12 mars 1977. Les jours précédents, il y avait eu la mort d'un étudiant, Francesco Lorusso, et après des violents affrontements entre les manifestants et la police, il y avait un climat de forte protestation et de tension dans la ville de Bologne. L'intervention, voire de l'armée dans le centre de la ville, déchaîne les dures protestations des étudiants. C'est alors que Radio Alice se charge de donner en direct nouvelles informations sur le déplacement des forces des policiers pendant les affrontements. C'est pour cette raison que la radio sera bientôt fermée par la police et réduite au silence. Même si dans les jours suivants, la station recommencera à émettre grâce à l'aide des autres radios bolognaises, cet épisode marque la fin symbolique de cette expérience qui se poursuivra jusqu'en 1981, mais sans ce trait de spontanéité et d'innovation qui étaient ses caractéristiques principales. J'avais préparé aussi, mais je ne sais pas s'il y a le temps, les dernières minutes des émissions de Radio Alice. Avec un lien avec YouTube. Si vous voulez entendre, je pense qu'on aura... Il reste 3-4 minutes. D'accord, alors je vais peut-être plus tard, on aura l'occasion. Là, vous avez des images du micro. Et ça, c'est le studio de Radio Alice.
ici à gauche. La dernière expérience, avant de reprendre le fil rouge qui lie ces expériences des années 70 aux expériences du nouveau siècle, c'est Radio Out à Cinisi, toujours en province de Palermo. Et vous voyez ici le journaliste Giuseppe Impassato, qui c'était un jeune militant d'extrême gauche, qui à travers cette radio et à travers surtout l'émission Onda Pazza, présentée avec ironie et détermination, dénonçait chaque jour le rôle de la mafia dans la province de Palermo, en essayant de rompre les murs de silence et en même temps de sensibiliser les habitants à la lutte à la mafia. Malheureusement, l'histoire de Radio Out et d'Impastato a trouvé son dramatique épilogue le 9 mai 1978, quand le journaliste a été tué sauvagement par les mêmes pouvoirs criminels qu'il refusait et dénonçait depuis le micro de sa petite station. Et par ailleurs, le 9 mai 1978 a été le même jour de le retrouvement du corps de Aldo Moro, le leader de la démocratie chrétienne en Italie, qui a été enlevé par les Brigades Rouges. Mais pourquoi, à mon avis, on peut lier ces histoires des années 70 que, je m'excuse avec vous, j'ai traité vraiment très rapidement, mais ça, c'était la possibilité. Mais c'est ce qui s'est passé en 2001 à Gênes pendant les protestes contre les G8. Et c'était très intéressant la formation d'un Global Audio Project, c'est-à-dire un projet qui voulait informer au niveau international en utilisant le web sur les événements de ces journées-là. Comme je vais rapidement, comme vous pouvez voir, il y a des radios issues de différentes parties d'Italie, donc Turin, Bologne, Milan, Brescia, Rome, Cosenza, Florence, et les logos de Radio Gap. Ça a été les studios. Radio Gap a diffusé à partir du 16 juillet 2001 18h d'émissions quotidiennes en direct. Les contenus des émissions, c'était surtout des contenus d'information. La station a consacré 3 éditions quotidiennes au journal parlé dans 4 langues différentes, italienne, anglais, français et espagnol. Pendant ces journées, la rédaction de la radio a diffusé chaque matin la revue de presse des principaux quotidiens italiens et étrangers. Ensuite, donné voix aux intervenants aux différents congrès organisés par les Jeunes Social Forum et a transmis beaucoup de musique, surtout la possibilité pour tous les manifestants de s'exprimer au micro de la station. Radio Gap, avec ses envoyés dans les rues, a permis aux éditeurs d'écouter les manifestations en direct, montrant ainsi une prompte capacité d'informer. Ça, c'est une plaquette qui a été mise après la mort de Carlo Giuliani. C'est clair que les journées de gens sont rappelées pour ces événements-là. Et Radio Gap et surtout pour l'assaut de la police à l'école Diaz où se trouvaient notamment les manifestants étrangers. Ça a été une histoire qui a fait le tour du monde, qui a marqué un véritable honte pour le gouvernement italien et surtout par rapport à l'étranger. Mais Radio Gap a été la voix non officielle qui a raconté ce que les autres médias, tels que les télévisions nationales, ne sont pas arrivés à documenter. Parce que le réseau de Radio Gap a tenu constamment au courant ses auditeurs de ce qui s'est passé dans ces dramatiques instants. Il a été possible de diffuser quasiment en direct les témoignages d'un jeune manifestant juste quelques minutes après le meurtre de Carlo Giuliani. On avait bien vu le fort potentiel d'Internet en cette occasion et il y a désormais 18 ans. Et je vais rapidement sur ce qui s'est passé le 23. J'ai terminé, alors je vais dire cette chose. Radio Gap a été la plus rapide à diffuser la nouvelle de l'assaut de la police et à la relancer au niveau international. La radio a été
comme Radio Alice, d'ailleurs, a été fermée par la police, qui a envahi aussi l'établissement où se trouvaient ces studios. Et grâce à Radio Gap, on a pu valoriser le rôle des auditeurs et démanteler encore une fois la version officielle. Excusez-moi, mais je suis obligé. Je vais à la conclusion. Donc, en conclusion, la naissance des radios libres italiennes à partir de la moitié des années 60 ont changé les rapports entre l'instrument et les auditeurs et la mobilité. On peut dire que c'est à partir de l'interactivité, la participation et l'accès aux médias sont été les tâches qui se sont posées à cette station. Et l'expérience de Radio Gap pendant les G8 de juin en juillet 2011 montre les fils rouges qui lient les premières radios clandestines des années 70 au développement du web et montrant comment la radio se prête encore aujourd'hui à être la voix du mouvement et des mobilisations sociales. J'ai terminé et je vous remercie aussi pour les problèmes techniques qu'on a eus. Et je vous demande de m'excuser, mon français, c'est un peu verrouillé mon français, donc j'ai dû... J'aimerais parler l'italien verrouillé comme vous parlez le français, mais... Merci beaucoup Raffaello pour ce voyage historique dont je retiens la jolie expression de « envoyer à jeton ». Je trouvais assez joli. D'avoir couvert aussi cette période historique qui est chère à certains membres historiques du GRER et qui montre la place historique de la radio dans les mobilisations, qui permet peut-être aussi de mener tête des réflexions actuelles sur l'ensemble des mobilisations qui ont lieu à travers le monde, peut-être aussi de garder, de voir ce qui est fait actuellement au niveau radio, où est-ce que les médias sociaux et les réseaux sociaux ont complètement pris le dessus sur ces outils d'information à chaud. Et de voir aussi ce qu'Internet a apporté sur la place et la mobilisation du média radio, et qui permet de faire aussi la transition avec notre prochain intervenant, donc Winnie Skopanier, qui est donc doctorant en communication à l'Université Laval de Québec et qui nous propose justement de voir comment l'Internet et la mise en ligne de radios locales ont permis de reconfigurer en fait les espaces publics nationaux et parfois très locaux en permettant la participation de la diaspora. Donc la question se pose avec beaucoup de pertinence en Haïti, puisque du coup, il y a, la diaspora haïtienne est estimée à un quart de la population haïtienne, ce qui est considérable, et joue un rôle dans l'économie aussi très importante, puisqu'elle assure 30% du PIB national. Et du coup, Winnisk va nous expliquer justement comment et quels sont les effets de cette participation. Oui, merci bien de me passer la parole et bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là ce soir dans le cadre de ce colloque international. Et comme annoncé, en fait, cette communication porte sur la participation des Haïtiens de la diaspora dans les débats publics qui se déroulent dans des stations de radio basées localement en Haïti. Alors, je m'intéresse particulièrement au type de participation et des Haïtiens de la diaspora au débat radiophonique, notamment aux préoccupations, au positionnement et aux thèmes qui sont abordés dans les émissions de débat radiophonique. Alors, il est aussi question de déterminer pour quelles raisons les Haïtiens de la diaspora participent-ils à la délibération politique haïtienne et par quelles thématiques s'intéressent-ils et de quelle manière leur participation participe, je dirais, à la reconfiguration du système médiatique haïtien. Et dans cette étude, le concept diaspora haïtienne renvoie et particulièrement à l'ensemble des Haïtiens qui vivent de manière permanente en dehors d'Haïti et qui sont dispersés à travers le monde, qui créent entre eux des liens communautaires et qui revendiquent une identité haïtienne et qui maintiennent, je dirais, une certaine relation socioculturelle, politique avec Haïti. Et alors, il faut dire que cette communication, disons cette communication
peut être considéré comme une pièce détachée, ou du moins comme un chapitre de ma thèse de doctorat, et qui porte plus globalement sur la transformation du système médiatique haïtien, et dans laquelle je propose de réaliser une analyse stratégique du changement dans les relations entre les acteurs du système médiatique haïtien. Alors, quand on parle de système, la notion de système, ça renvoie à un ensemble d'acteurs qui sont liés par des rapports d'interdépendance et dont les actions sont coordonnées par des mécanismes de régulation qui permettent à l'ensemble de se maintenir. Alors, quand on parle de système médiatique haïtien, on voit comme acteurs du système, tout d'abord les médias, on voit le public, on voit les sources d'information, on voit les sources de financement, qu'on peut dire les annonceurs, mais on voit aussi les acteurs, les instances de régulation étatiques et non étatiques. On pourrait faire rentrer d'autres acteurs dans le système, mais nous nous en tenons seulement à ces acteurs-là. Mais en fait, dans le système médiatique haïtien, je devais m'intéresser normalement à l'ensemble des médias traditionnels. Ça veut dire radio, télévision et la presse écrite. Mais j'ai choisi de travailler uniquement sur la radio. Et pourquoi la radio? Parce que la radio, c'est le média dominant en Haïti. Comme on a vu ça avec la présentation qui a été faite sur le Maroc. En fait, les radios en Haïti sont les principaux, les principaux dispositifs techniques et institutionnels de communication publique, parce que tout se passe à la radio. Les débats publics, en fait, c'est le principal lieu de débat public en Haïti. Qu'est-ce qui explique cette domination de la radio? Il y a plusieurs facteurs, l'oralité, l'accessibilité de la radio. Alors, je dois vous dire que quand on parle du public, alors je travaille en fait, j'analyse la relation, disons, le changement dans la relation entre les acteurs du système. Si on considère le public comme un acteur important du système médiatique, c'est que la particularité du public haïtien, de l'espace public haïtien, c'est que la diaspora, les Haïtiens de la diaspora, constituent, je dirais, une composante très importante du public haïtien. Et donc, en guise d'introduction, en fait, je vais suivre, dans le cadre de cette présentation, je vais suivre un plan un peu classique. Tout d'abord, je vais présenter, je peux dire, une esquisse de la problématique générale, et puis un aperçu du cadre théorique et conceptuel, et puis je vais présenter l'approche méthodologique, puis quelques résultats préliminaires de mon étude, et pour arriver à la conclusion. Alors, comme je vous ai dit, en fait, le numérique joue un rôle fondamental dans le changement dans les relations entre les acteurs du système médiatique. Dans la littérature, il y a un ensemble de travaux qui ont été réalisés sur les systèmes médiatiques à travers le monde. On considère les travaux réalisés par Alim et Banchini en 2004. Le titre de leur travail, c'est Comparing Media Systems, et comme étant les travaux de référence dans les études comparatives et sur les systèmes médiatiques à travers le monde. Alors, Alim et Banchini, il réalise une comparaison des systèmes médiatiques dans 18 pays occidentaux, et particulièrement l'Europe occidentale et nord-américaine. Donc, ils sont parvenus à établir, je peux dire, une typologie de 3 types de systèmes médiatiques. Il y a tout d'abord le modèle polarisé du pluralisme, il y a le modèle démocratique corporatiste et le modèle libéral. Donc, il considère que les médias, les systèmes médiatiques évoluent en fonction des conditions socio-culturelles, politiques, économiques du pays dans lequel il se trouve. Alors, je dois vous dire que les études de Alim et Banchini ont été très critiquées, notamment parce qu'ils n'ont pas pris le soin d'évaluer l'impact de l'Internet sur les systèmes médiatiques, leur étude qui a été réalisée en 2004. Mais ils l'ont bien compris. En 2017, ils ont réalisé une nouvelle étude dans laquelle ils ont effectivement donné raison aux différents auteurs qui ont critiqué, disons, cette étude. Il y a d'autres études qui ont été réalisées, par exemple, dans d'autres pays, normalement non occidentaux,
et particulièrement au Japon, en Chine et d'autres, pour essayer de montrer que ces modèles ne s'appliquent pas à tous les pays. Et dans le cadre du système, dans le cadre de notre travail, donc, nous avons de bonnes raisons de croire que aucun de ces modèles ne s'applique pas dans le cas d'Haïti, dans la mesure où Haïti a des caractéristiques, je dirais, a des caractéristiques socioculturelles, politiques et économiques et qui font du système médiatique haïtien un système, je dirais, tout à fait spécifique. Donc, en fait, il faut dire qu'il y a un ensemble d'autres travaux qui... Ouais, il y a un ensemble de travaux qui ont été conduits à travers la littérature, notamment sur les effets du numérique sur les systèmes médiatiques. Donc, on peut citer les travaux, par exemple, de Jean-Marie Charon, comme de Sandré Rosavolo et autres, et qui montrent que, normalement, les moyens de collecte, de traitement, de diffusion et de mise à jour constante des informations se transforment avec le numérique. Il y a d'autres travaux qui portent plus spécifiquement sur l'impact du numérique sur la participation des gens de la diaspora dans le débat public de leur pays d'origine, des auteurs comme Bonini et Monclu, et puis Lafleur, Lévite, un ensemble de travaux. En fait, c'est une littérature très riche et sur cet aspect bien spécifique. Comme on vous a dit, en fait, le système médiatique haïtien, c'est un système tout à fait particulier qui pourrait susciter un grand intérêt scientifique quelque part. Tout d'abord, si on se base sur quelques enjeux, tout d'abord sur la composition du public haïtien. En fait, avec les technologies numériques, des médias qui sont basés localement en Haïti arrivent à se construire un public transnational, ça veut dire un public qui se trouve en dehors des frontières d'Haïti. Donc, c'est la diaspora haïtienne qui représente près d'un quart de la population haïtienne. Il y a près de 3,5 millions haïtiens qui vivent en dehors d'Haïti. Donc, ce public-là est considéré comme étant des acteurs légitimes de l'espace public et médiatique haïtien, et par les médias, par la société. Or, le problème, c'est que la Constitution haïtienne ne reconnaît pas la double nationalité. En grande partie, les Haïtiens qui se trouvent à l'extérieur d'Haïti, particulièrement au Canada, aux États-Unis, changent de nationalité pour prendre la nationalité américaine ou canadienne ou autre. En principe, un espace public, par nature, est circonscrit à l'intérieur d'un territoire national. Or, vous avez une masse critique, un ensemble d'acteurs qui se trouvent à l'extérieur du pays, qui interviennent, qui s'imposent dans le débat public, qui participe, je dirais, à influencer, je dirais, les politiques publiques en Haïti. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais il y a certaines conditions qui sont favorables à cette participation de la diaspora dans la délibération politique nationale. Parmi ces conditions, je relève quelques-uns. Tout d'abord, en fonction de son importance quantitative, pardon. Comme je vous ai dit qu'il y a près de 3,5 millions Haïtiens qui vivent en dehors d'Haïti. Et il faut considérer que la première vague d'immigrants haïtiens, c'était des intellectuels, c'était, je dirais, des journalistes, des hommes politiques qui ont été chassés par la dictature des Duvalier et qui se trouvaient au Canada, aux États-Unis, et en France, ici, en fait, particulièrement. Donc, ces gens-là ont toujours les yeux rivés sur tout ce qui se passe en Haïti, qui veulent participer dans le débat public en Haïti, qui créent des stations de radio et, je peux dire, minoritaires dans la société où ils se trouvent, où il y a vraiment un débat public. Là, nous sommes face à un espace public haïtien qui s'étend au-delà des frontières nationales, ou du moins une cohabitation de deux espaces publics. Donc, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Il y a d'autres facteurs qui jouent en faveur qui favorisent la participation des Haïtiens de la diaspora. C'est que ces Haïtiens ont une légitimité culturelle et politique et qui est reconnue par la société haïtienne. Tout d'abord parce que, en fait, si on prend par exemple sur le plan économique, c'est que ces Haïtiens
sont et contribuent à hauteur de presque un tiers en fait, les fonds envoyés par les Haïtiens en Haïti représentent un tiers du PIB en Haïti. Ce qui veut dire que cette diaspora prend de plus en plus une importance. Et puis sur le plan technologique, c'est que cette diaspora quand même ont des facilités que les gens d'Haïti n'ont pas. Et pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité d'avoir un bon salaire, ils ont la possibilité, en fait, d'acheter des gadgets électroniques, tout ça. Sur le plan intellectuel, également, je peux dire 83% des Haïtiens qui sont détenteurs d'un diplôme supérieur se trouvent à l'extérieur d'Haïti. Donc, tout cela pour vous dire que et vraiment, la diaspora constitue vraiment un élément important du public haïtien. Alors, dans le cadre de notre thèse de doctorat, nous avons formulé une hypothèse générale qui sous-tend que le système médiatique haïtien s'est transformé pendant les 50 dernières années sous l'influence de 3 séries de facteurs. Un facteur linguistique, un facteur démocratique et un facteur technologique. Bon, nous n'aurons pas le temps de définir ces différents facteurs, mais sur le plan théorique, notre thèse de doctorat s'inscrit dans une triple perspective théorique. Tout d'abord, la théorie des systèmes ou la systémique qui nous permet d'analyser les relations entre les éléments du système, parce que le système médiatique, c'est un système de relations qui est différent d'un système, je dirais, mécanique ou un système biologique comme le corps humain. Mais également, nous avons fait usage du concept espace public, mais dans une acceptation beaucoup plus contemporaine pour essayer, pas pour fuir forcément, je peux dire, la dimension normative et philosophique telle qu'elle a été théorisée par Habermas. Mais également, il y a le transnationalisme que nous utilisons pour analyser particulièrement l'intervention des Haïtiens de la diaspora dans la délibération politique nationale. On dit que le transnationalisme, c'est une nouvelle approche dans les études sur la migration internationale. Alors, on dit nouvelle approche, c'est par rapport aux approches précédentes comme le nationalisme, le post-nationalisme, d'autres approches qui ont été développées comme l'approche macro-structurelle ou micro-individuelle qui essaie de regarder les raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays. Donc, nous sommes intéressés particulièrement à la dimension médiatique ou communicationnelle de cette approche. Parce qu'il y a plusieurs dimensions qui ont été développées, particulièrement la dimension économique, la dimension familiale, la dimension socioculturelle et une dimension politique, normalement, qui regarde normalement les activités politiques entreprises par les gens de la diaspora dans leur pays d'accueil, comme des manifestations politiques pour réclamer, par exemple, le départ d'un dictateur dans le pays d'origine, la participation un ensemble nous n'aurons pas le temps vraiment de rester dans les détails. En fait, pour le cadre méthodologique, nous avons notamment utilisé à la fois, nous avons réalisé des entretiens et également des observations participantes. Donc, nous n'allons pas rester dans les détails méthodologiques pour donner une idée des résultats que nous avons obtenus. En fait, nous avons constaté quand même avec le numérique favorise une diversification des formes de consommation ou bien de réception par les Haïtiens de la diaspora, comme plusieurs ont déjà mentionné maintenant. En fait, les Haïtiens de la diaspora utilisent beaucoup les gadgets électroniques, les ordinateurs portables, les téléphones intelligents pour écouter la radio. Il y a un ensemble d'applications mobiles qui permettent aux Haïtiens d'écouter à n'importe quelle émission quand ils veulent et au moment voulu. Donc, on peut dire que les médias également ont certaines motivations pour rejoindre cette diaspora. Il y a tout d'abord une motivation économique parce que la diaspora représente un grand marché publicitaire pour les médias haïtiens, particulièrement les radios. Donc, les stations de radio, les propriétaires ont tout mis en œuvre pour essayer de rejoindre ce public-là, normalement, et avec tous les moyens technologiques possibles, parce que les annonceurs de ces radios ont des produits spécifiques pour la diaspora. Les plus grands annonceurs en Haïti, on peut dire, ce sont les maisons de transfert de fonds, en fait, les compagnies de téléphonie mobile, les banques et autres. Donc, ces institutions-là visent la diaspora parce qu'ils ont des produits spécifiques pour la diaspora. Ça veut dire que les radios se trouvent dans une sorte de compétition pour se mettre au goût du jour dans le but d'attirer ce public-là qui est une composante importante de l'espace public. Il y a aussi une motivation politique parce que normalement les Haïtiens, en dépit
en raison de tout ce qu'on avait dit de la diaspora, quand même, il influence la politique en Haïti. Les gens presque chaque Haïtien en Haïti a quelqu'un dans la diaspora qui contribue, qui envoie de l'argent pour payer les loyers, l'école, en fait, les funérailles, tout. Donc, ça veut dire que les gens-là sont capables d'influencer le choix de ces gens-là en Haïti. Donc, il y a quand même une motivation politique. Donc, nous avons ici essayé d'établir une typologie de participation, de formes de participation et dans les émissions de débat public en Haïti particulièrement. Donc, nous avons, sur la base de mes observations, j'ai établi 10 formes de participation. Ben, nous n'aurons pas le temps de les définir pour pouvoir juste les citer. L'une des formes, c'est ce qu'on appelle, il y a des formes traditionnelles et des nouvelles formes. Parmi les formes traditionnelles, c'est ce que nous appelons et une participation directe et planifiée. C'est dans le cadre d'une émission, maintenant, on choisit les invités en fonction de leur... En fait, dans une émission de débat politique, en fait, on invite le plus souvent les acteurs de l'actualité ou du moins des personnes en qualité d'experts pour se prononcer sur un sujet spécifique. Il y a aussi une forme de participation qu'on appelle la planification directe, non planifiée ou accidentelle. C'est dans le cas, par exemple, d'une émission où il y a des invités experts qui sont là, mais il arrive de façon impromptue, de façon instantanée, il y a un leader quelconque qui appelle ou bien qui débarque directement en studio, qui dit « Moi, j'ai quelque chose à dire, je veux prendre la parole ». L'animateur donne automatiquement la parole à cette personne-là en fonction de sa notoriété et comment je peux dire, on présume tout simplement, c'est une figure politique importante qui a quelque chose d'important à dire, on lui donne la parole. Mais cette participation a quelques effets sur le déroulement, sur la nature de l'émission. Parce qu'il s'agit de nouveaux acteurs qui s'interviennent dans le débat public, qui amènent le plus souvent de nouvelles thématiques, et ces thématiques-là, le plus souvent, font l'objet de débats, et le menu qui a été prévu dans l'émission est tout simplement mis à côté pour débattre sur cette nouvelle thématique. Donc, c'est parmi les impacts. Mais il y a également d'autres formes de participation qu'on appelle, par exemple, la participation directe, non planifiée et sollicitée. Nous n'avons pas défini. Il y a aussi la participation indirecte et interactive. Il y a la participation pré-enregistrée, la participation sélective ou discriminée. En fait, c'est le fait, par exemple, dans le cadre d'une émission de débat public, l'animateur choisit de donner la parole aux femmes uniquement, ou du moins aux gens de la diaspora, ou du moins à des médecins, ou du moins à des hommes politiques, dépendamment du sujet. On choisit le type d'invité. Mais il y a deux types de formes de participation que nous avons relevées qui sont spécifiquement liées au numérique. C'est ce qu'on appelle la participation directe par interaction écrite, instantanée et verbalisée. C'est dans le cadre d'une émission de débat public, par exemple, les animateurs qui sont connectés sur Facebook, les émissions sont retransmises sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, mais l'animateur reçoit quand même des messages des auditeurs. En fait, le plus souvent, c'est quelqu'un qui envoie un message et l'animateur lit ce message et ça peut faire objet de sujet de débat à l'intérieur de l'émission. Mais il y a une autre forme de participation, c'est ce qu'on appelle la participation par interaction écrite non instantanée. Mais avec le numérique, c'est que les émissions ne s'arrêtent pas à la fin de l'émission, par exemple une émission qui dure 2 heures. Mais les émissions sont susceptibles d'être publiées sur les réseaux sociaux et le débat après la fin de l'émission continue, les gens continuent à échanger. Donc ça démocratise un peu la participation dans la mesure où ça donne une possibilité de participation illimitée parce qu'une émission qui est diffusée sur Facebook, les gens peuvent écrire autant de messages, autant de commentaires, même si les animateurs ne prennent pas en considération ces commentaires, mais le public, il échange entre eux. Donc, ça veut dire que ça vient de résoudre un problème parce qu'avec le téléphone, quand on fait une émission à micro ouvert, mais tout le monde ne peut pas participer. Mais avec le numérique, tout le monde peut participer. Donc, il n'y a pas de limite de participation, peu importe le lieu et le moment. Donc, en résumé, je ne sais pas combien de minutes qu'il me reste, mais en résumé, c'est une typologie de participation qu'on a établie. Et pour arriver à... Nous devrions essayer de montrer les impacts de ces formes de participation sur la nature des débats publics. Mais en conclusion, on voit que la participation de la diaspora dans la délibération politique nationale participe ou du moins implique une sorte de reconfiguration de l'espace public radiophonique haïtien. On a un espace public
qui s'étend au-delà des frontières nationales, qui incorpore la diaspora comme étant des acteurs légitimes de cet espace public. On assiste également à une sorte de diversification, non seulement des formes de réception ou de consommation, mais de participation dans les émissions de débat public, comme on vient de le voir. Mais on voit également une sorte de perte de monopole de la visibilité de la radio, parce que normalement, le public, les gens de la diaspora sont capables, à l'aide des réseaux sociaux, concevoir leurs propres émissions sur Facebook et arriver à attirer des attentions. Donc, il y a une compétition non seulement sur le marché de l'attention, comme vous le savez, l'attention du public se mesure par la qualité et la quantité, en quantité et en qualité. Et donc, il y a des gens qui arrivent comment je peux dire, à capter l'attention d'une grande partie du public et qui arrivent à attirer des annonceurs qui étaient autrefois des principaux annonceurs de la radio et en Haïti. Donc, on voit aussi la fin des intermédiaires traditionnels. Il y a un rapport direct du public avec les auditeurs. Donc, on voit aussi un affaiblissement de l'autorité et de légitimité professionnelle du journaliste. Donc, la diaspora a un pouvoir très élargi. Et donc, je pense que ça participe quand même à reconfigurer l'espace public médiatique haïtien et participe largement à cette transformation du système médiatique haïtien. Et je vous remercie de votre écoute. Merci Wisniewski. Désolée pour mon rappel du temps, mais nous avons jusqu'à 17h15, donc si on veut essayer d'avoir quelques questions, voilà. Je transmets du coup la parole à Sébastien Poulain, qui n'est plus à présenter, pilier du greffe, exigeant trésorier, et qui nous présente aujourd'hui une réflexion sur les nouveaux usages aussi des radios d'organisation, savoir aussi comment la radio peut devenir un outil un peu trendy dans un hôtel collaboratif de Lyon. Et il va nous montrer du coup de quelle manière ces nouvelles formes de radio ou les formes de radio inventées sont pratiquées du coup dans cet exemple. Si bien sûr j'arrive à sortir de ce échappe. Non, je n'ai pas éteint l'ordinateur. Qu'est-ce que je peux faire? Il est bloqué. Ctrl-Alt-Strup. Non, je ne veux pas faire ça, mais... décidément, la technique... Est-ce que la personne qui était là tout à l'heure... Tout à l'heure, j'avais réussi à... Mais je le vois, là, je le vois même pas. Ce que vous voyez là, je ne le vois même pas. Là. Ah, ça c'est... Moi, j'en ai pas cru. Peut-être enlever ça. Ah, peut-être, ouais. Ah, peut-être que ça bloquait. Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement. Peut-être contrôle là-dessus. J'ai essayé un peu, voilà. Gestion de tâches. Gestion de tâches. Oui, André écran, ouais. dit, André dit on salue notre ami Marcello là, de Radio Popolare. Mais ma question s'adresse à monsieur qui s'occupe de la diaspora, là, sa thèse. J'aimerais savoir comment ça se vit en Haïti, là. Comment ça se passe, le lien là, entre vous, eux.
j'essaie de comprendre, là, parce que oui, vous envoyez de l'argent, mais au niveau radiophonique ou information, qu'est-ce qui se passe? La question, c'est sur le rapport un peu méthodologique ou par rapport le contenu? Quel- Qu'est-ce qui se passe entre les gens qui vivent à Haïti et vous qui êtes ici? Est-ce que c'est exclusivement quelque chose qui touche la diaspora? Ou si les gens en Haïti peuvent savoir, puisque c'est numérique, je suppose qu'il y en a qui ont en Haïti des objets technologiques et ils peuvent suivre ce qui se passe ici. Bon, D'accord. et- Alors attendez, on va prendre d'abord les questions. Et puis, d'accord. Ok, ok. Voilà. Allez-y, oui, monsieur. Non, c'est bon. Bah, moi, j'en ai deux. En fait. Ok. Voilà. Deux sur l'Italie. Alors, tu as dit les liens entre la radio libre et l'autogestion. Tu as parlé du centre social à Milan, là, le Leon Cavallio. Et est-ce qu'il y a aussi des liens entre ces radios libres-là et les grèves autonomes dans les usines dans les années 70? Est-ce qu'il y a des liens qui se sont faits entre les radios libres et ces grèves-là socialisées dans les usines? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a une sociologie, je crois que tu l'as dit un peu aussi, est-ce qu'il y a une sociologie des personnes comme ça qui lancent ces radios libres? Est-ce que c'est des étudiants? Tu parles un peu de la contre-culture anglo-saxonne à un moment, d'où ils viennent. Est-ce que c'est des proches de Tony Negri ou des choses comme ça? Est-ce qu'ils sont proches un peu des Brigades Rouges d'une manière ou d'une autre? Quelle sociologie un peu on peut faire de ces gens qui font des radios libres? Alors, vous pouvez répondre en 2 minutes? D'accord. Oui, ça marche. Alors, merci beaucoup pour les deux questions qui me permettent d'expliquer mieux mon point de vue. Alors, pendant les biennies 68-69, il n'y a pas de radio libre, c'est-à-dire que l'histoire de Danilo Dolci, c'est une histoire un petit peu différente, très liée à la Sicile, c'est pour ça que j'ai cité les tremblements de terre. Par contre, quand il y a le début de la stratégie de l'attention, c'est-à-dire de cette phase très aiguë des conflits politiques en Italie, après la strage di Piazza Fontana, 12 décembre 1969, toute la gauche, les journalistes militants créent plusieurs quotidiens. L'Italie, c'est le seul pays où naissent 3 quotidiens de l'extrême gauche, Lotta Continua, Il Manifesto, il Quotidiano dei Lavoratori. Pour ce qui concerne la sociologie, il s'agit d'un instrument au service de la politique, des luttes, des revendications. Donc l'instrument radio, c'est le plus immédiat, le plus direct pour propager ces idées et pour faire surtout participer les auditeurs en tant que militants. Il y aura plusieurs cas de cette typologie-là. Donc il y a un nucléo très fort de personnes, un socle de personnes qui travaillent sur la radio et se posent la question de comment la radio peut aider leur lutte politique. Ok, merci. Wisniewski, alors sur les liens entre diaspora et du coup public haïtien, comment ça se fait? Est-ce que c'est par la radio? Il y a aussi des rencontres ou des collaborations? Bon, en fait, je tiens à souligner effectivement, en fait, les Haïtiens de la diaspora, et par exemple, sont au courant de tout ce qui se passe en Haïti. Il y a également un phénomène, je peux dire, de relais dans la diaspora. Il y a un ensemble de stations de radio dans la diaspora qui relaient les principales émissions de débat public en Haïti. Et bon, ça c'était avant le développement des outils numériques où le seul moyen pour les gens de la diaspora je peux dire, d'écouter ces émissions sans pouvoir participer, c'était par le fait que ces émissions étaient relayées par des stations de radio de la diaspora. Mais le problème, c'est qu'il y a des émissions qui se passent dans les stations de radio de la diaspora, mais qui ne font pas écho. Et en Haïti, c'est que les gens d'Haïti ne sont pas vraiment
au courant des débats qui se tiennent dans l'espace public diasporique, je peux dire, en Haïti, parce que normalement, il y avait une sorte de barrière, de coupure, parce que dans les relations, je peux dire, puisque je parle les relations entre les acteurs du système médiatique, parce que les radios également entretiennent des relations entre elles. Et quand on prend les radios, il y a certaines stations de radio de Port-au-Prince qu'on considère comme étant des radios dominantes, dans la mesure où les principales émissions de radio de ces radios-là sont relayées par presque toutes les autres stations de radio des villes de province et de la diaspora, alors que l'effet inverse n'existe pas. Et donc, ce qui veut dire que les débats qui se tiennent dans la diaspora ne font pas vraiment écho en Haïti. Et donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est en quelque sorte le rapport qui existe entre le public haïtien en Haïti et le public haïtien dans la diaspora. Merci beaucoup. On passe la parole à Sébastien et puis on reprend le débat juste après. Alors, le contexte de l'étude, contexte international, l'injonction à la mobilité, une mobilité pour une vie meilleure, alors parfois voulue, parfois pas voulue, d'accord ? Donc les migrants, les élites, la mobilité des biens, des personnes, des choses, donc l'Union européenne, vous la reconnaissez. Évidemment, la transition digitale, la transition environnementale, etc., toutes les transitions, on est tous en train de se mobiliser, de transiter. Évidemment, le progrès scientifique, le progrès technique, et ce colloque, d'une certaine façon. Au niveau national, la mobilité, en marche, on est en marche. Donc, au début, il était en marche un peu tout seul, et puis après, il y a plein de gens qui sont mis en marche, alors pas forcément volontairement. 5 décembre, bientôt. Alors, ma question, c'est, face à cette injonction à la mobilité technique, économique, sociale, etc., est-ce qu'il y a des formes organisationnelles, formes radiophoniques de résistance à cette injonction ? Donc, face à la fast radio, la radio d'accélération, est-ce qu'il y a une radio de décélération, une slow radio, comme il y a une slow food ? Donc, face à cette sidération qui peut nous immobiliser, la sidération de tous les phénomènes incroyables qui nous arrivent aujourd'hui, vous les connaissez tous. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles formes de mobilité ou de mobilisation qui s'ajoutent à celles qui existent déjà, celles dont a parlé Raffaello, celles dont tu as parlé aussi et donc, des formes qui permettent de mobiliser la communauté, donc voilà, la diaspora, et pas seulement se mettre en mouvement, le mouvement pour le mouvement, quoi. On en parlait hier un peu, le cœur, quand le cœur s'arrête, c'est vrai qu'on est beaucoup moins vivant. Mais donc voilà. Donc la méthodologie, donc plutôt qualitative, empirique, des interviews, des émissions, un peu d'analyse de contenu, de l'observation participante. Donc c'est des études de cas, donc 2 études de cas, une approche sociologique. Donc 2 études de cas. Donc oui, donc la radio d'un hôtel, donc d'une organisation, d'accord, un hôtel qui s'appelle Alter Hotel, qui a été fondé en 2016 et qui a créé une radio, qui a commencé à débuter une radio en 2018, qui s'appelle Alter Radio, évidemment, Alter Hotel, Alter Radio. Et une deuxième étude de cas sur une radio plus traditionnelle, on va dire une web radio plus traditionnelle, une web radio associative, une web radio locale de la communauté de 3-4 villes dans le sud de Paris. La première, c'est à Lyon. Fondée en 2006. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une radio d'organisation ? Je ne vais pas citer les différents critères, mais voilà, c'est avant tout une radio financée par une organisation, pour une organisation. Alors, comme on dit, les radios communautaires, c'est par la communauté, pour la communauté, etc. Là, c'est une radio de l'organisation pour l'organisation. Hein. Donc, voilà, là, il y a différents critères dont je parle.
Et donc, alors il y en a des plus connues par rapport à celle dont je vais parler, mais tout à l'heure, avec Mélissa, on en a entendu une, hein. C'était la radio SNCF, parce qu'ils considèrent, en termes de communication, on parle de radio SNCF, donc celle que vous entendez dans la gare quand vous êtes venu à Tours. Et puis il y en a d'autres, hein. Et donc il y a un acteur comme ça qui s'appelle Media Meeting qui fait des radios temporaires ou des radios permanentes, enfin différents types de radios, PSA, voilà, qui s'appelle Radio Moquette. Je pense que ce terme a déjà été utilisé dans le passé. Voilà, donc je parlerai plutôt de méso-radio, peut-être je garderai peut-être macro-radio pour les radios RTL ou des grandes radios comme ça, Radio France. Alors voilà, donc Alter Hotel, hein. Alter Hotel, alors voilà, évidemment, c'est une radio parmi plein d'autres activités. Comme vous voyez, le principal objectif, c'est de remplir les lits d'un hôtel, évidemment. Après, le deuxième objectif, c'est de faire de l'événement et collectif, donc responsable et participatif, donc faire de l'animation. Donc on est au-delà du simple hôtel que vous connaissez, dans lequel vous avez dormi hier soir et ce soir surtout. Voilà, donc des concerts, plein de choses à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Voilà, du kayak à Lyon, des toilettes sèches, voilà, plein de choses. Et donc, vous voyez un petit logo radio où c'est il y a quand même le logo radio depuis l'origine. Ils voulaient faire une radio, hein. Donc voilà, une micro-radio, parce que tout simplement, une radio avec peu de moyens, une radio surtout de podcast, plutôt éphémère, avec peu de personnel. Voilà, donc deux parties pour le plan, donc voilà, les personnes, puis les programmes. Les personnes, donc voilà, donc cette radio, les fondateurs, voilà, plutôt une génération après Radio Libre qui a connu, voilà, les radios d'après la bataille des radios libres. Ils sont nés dans les années 80. Celle qui a été animatrice, c'était plutôt les années 90. C'est pareil pour Autoradio. Plutôt les années 80. Donc, pour ça, je parle de post-radio radio libre. Et donc justement, encore post-free radio, peut-être que certains se reconnaîtront sur une des photos dans la salle. Voilà comment le schéma de création de cette radio, qui est issue d'une radio parisienne, une radio locale, une radio militante, fréquence Paris Pluriel. Donc voilà, avec une émission qui s'appelait Cause Toujours, des personnes qui ont été recrutées par des annonces et puis qui travaillaient sur le 18e arrondissement, qui faisaient des reportages. Et ensuite, certains ont voulu lancer leur propre radio. Et donc, la personne que vous voyez au milieu, Alexis, qui a lancé donc Autoradio. Et ensuite, l'animateur qui l'a rejoint est allé ensuite sur une autre radio, pareil, je crois que c'est une radio associative pour les jeunes. Donc voilà, cette radio, c'est sur un lieu à Nigra, sur une friche culturelle. Donc voilà, vous voyez l'idée des studios, etc. Et puis on avait organisé justement, toujours dans l'idée de post-free radio, post-radio libre. C'était la première année du lancement en 2006. On avait fêté les 25 ans et le Graal était là, certains d'entre vous étaient là. Donc voilà, c'était quelques mois après le lancement de cette radio. Aussi, alors côté Alter Hotel, une radio avec des autodidactes, hein, donc des personnes qui n'ont rien à voir avec la radio, voilà, des éducateurs, etc. L'animatrice elle-même était dans le développement, elle est dans le développement international. Contrairement à la Autoradio, où là, il y avait des compétences techniques, des compétences en communication, le présentateur qui avait fait une des écoles de présentation à Paris. Retour à Alter Hotel, là, c'est plutôt une spécificité. Forcément, l'hôtel, c'est des personnes qui ont vu plein de choses, qui ont visité plein de pays, etc., qui ont vécu 15 ans, qui ont à l'étranger certains, etc. Donc, et qui ont voulu, compte tenu de leur visite, ont voulu créer un modèle qui se rencontrait en partie partout. Ils voulaient que les gens s'implantent un peu plus sur le territoire où ils visitaient, quoi.
Et donc justement, lui, par exemple, qui est vraiment le fondateur à l'origine, qui a voulu créer la radio. Donc il a fait une visite pendant 1 an avec sa copine. Il a écrit un blog pendant ce temps-là. Puis il a écrit un livre. Puis il a créé l'hôtel en ayant l'idée de créer une radio. Donc voilà. Alors les programmes... Bon, le principe pour la radio, de l'Alter-Hôtel, Alter Radio, donc un événement, un partenaire, un programme, en fait. Là, je parle vraiment de ce qui a été fait pour l'instant. Après, on est vraiment au tout début. Donc voilà, donc un événement, la nuit des volontaires, la nuit des bénévoles, en quelque sorte. Et avec ça, ils ont fait plusieurs interviews des personnes qui étaient là. Alors, donc, c'était soit... des associations militantes, écologiques, ou qui, dans le développement durable, l'alimentation, etc. Soit ce qu'ils appellent des passagers. Des passagers, en fait, c'est les clients de l'hôtel, les personnes qui sont là. Parce que, évidemment, le but, c'est en fait de les impliquer dans la vie locale, dans le territoire autour de l'hôtel, en fait. Et donc voilà, donc il y a des interviews en français, puis aussi en anglais. Donc ça fait partie des émissions de radio qui ont été faites à partir d'un seul événement. Il n'y a pas eu beaucoup d'émissions, hein, donc c'est vraiment un modèle en création. Donc voilà, donc ça c'est le principe pour l'Alter-Hôtel. Un lancement d'un site internet de backpackeuses. Donc voilà, donc toujours un événement lié à l'Alter-Hôtel, donc une émission de radio. Voilà, donc toujours correspondance. Et donc voilà, là on avait les deux fondatrices, plus 3 animatrices d'un site internet de backpackeuses qui se donnent des conseils, les femmes qui veulent aller visiter, des conseils spécifiques, soi-disant spécifiques pour les femmes. Dernier type d'émission, voilà, donc le Oxfam, oui, mais Oxfam local, Oxfam Lyon. Donc, vous connaissez sans doute Oxford, c'est lancé à Oxford, cet organisme humanitaire. Et donc là, voilà, on invite le 24 octobre, on diffuse l'émission du 24 octobre, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a été réalisée, parce que le 6 novembre, il y a une soirée où est invité Oxfam Lyon, des animateurs, pour commenter un film qui est diffusé au sein de l'hôtel. Voilà. Alors, autoradio, là, c'est, on va dire, le principe, un type de financement et peut-être plusieurs programmes. Voilà. Plusieurs programmes, donc plusieurs émissions, en fait, sur 3 villes. Donc à chaque fois qu'il faut, parce que voilà, il y a 3 financements de 3 villes, et donc à chaque fois il faut faire des interviews. Il faut essayer d'être équilibré entre les citoyens ou les associations des 3 villes, parce que voilà. Oui. Donc voilà, donc c'est l'idée. Donc voilà, autosolidaire, où on va inviter des associations. On retrouve les radios associatives classiques, en grande partie. Et puis, donc c'est 1 heure par semaine, qui est ensuite rediffusée très régulièrement avec de la musique autour, quoi. 1 heure de musique, 1 heure d'émission, rediffusion. Voilà. Le fondateur continue de travailler, il a jamais été salarié, il y avait un salarié, c'était l'animateur, parce qu'il y avait des emplois aidés comme on retrouve dans les radios associatives traditionnelles. Donc voilà, c'est pareil, culture et découverte, 1 heure par jour, 1 heure par semaine. Donc voilà, c'était des petites émissions. Et puis il y avait d'autres émissions avec seulement une émission toutes les 2 semaines, une émission d'une demi-heure ou d'1 heure. Donc plusieurs exemples. Là, c'est pareil. Donc le principe, un événement, une émission, ou peut-être parfois plusieurs émissions à partir d'un seul événement, parce qu'il y aura des petits interviews, et donc on va les retravailler, donc ça peut être du direct, puis après, donc là c'est dans un centre social, c'est dans la ville d'Arcueil, donc avec des jeunes, donc voilà, donc les jeunes, j'en reparlerai. Autre cas qu'on retrouve aussi dans beaucoup de radios associatives, c'est évidemment les fameux débats pendant les municipales ou pendant les élections
législatives où on invite les 2 principaux candidats. Parfois, on arrive à tous les inviter dans les radios associatives. Hein. Et donc là, c'est pareil. C'est dans les studios. Alors au départ cette radio était dans la friche culturelle. Puis après, ils ont réussi à obtenir leurs propres locaux. Mais voilà, de toute façon, ils peuvent se déplacer. Donc voilà, donc là on avait les 2 candidats principaux, donc en 2017, et un partenariat avec un média citoyen, local. Peut-être, je crois que c'est le dernier exemple. Ouais, dernier exemple. Donc ça, c'est, au tout début, ils ont réussi à avoir plein de financements, et notamment des financements européens, donc financement pour la jeunesse. Et donc forcément, ils allaient faire des interviews lors des événements pour la jeunesse, du programme pour la jeunesse. Voilà, donc c'est toujours l'idée, voilà, un financement, une émission. Voilà. Donc finalement, 2 stratégies. Donc 2 stratégies, disons, qui ressortent de l'étude. C'est donc une stratégie d'attraction. L'attraction, c'est-à-dire qu'on va essayer d'attraper des auditeurs, enfin on va essayer d'attraper des clients, quoi, ce qu'ils appellent des passagers, ça c'est dans l'Alter Hotel. Donc on va avoir plusieurs techniques pour les attraper, c'est-à-dire grâce à la radio, on la met sur Facebook, on la met sur Twitter, etc. Donc voilà, il se passe quelque chose. Quand ils sont dans l'hôtel, on essaye de les attraper pour les mettre sur l'événement qui est organisé dans l'hôtel. Puis après, on essaye de les faire travailler sur cet événement, sur l'organisation de cet événement. Et puis après, on les fait travailler pour faire une émission, quoi. Voilà, pour faire une disco soupe. Donc voilà, on essaye de faire une sorte de boucle de boucle de travail, de collaboration avec les différentes personnes. Donc, qui vont... voilà, donc ça c'est la première idée, le premier encore 5 minutes. La deuxième, c'est plutôt l'idée de fixation qu'on peut aussi retrouver dans l'Alter Radio, hein. C'est-à-dire essayer de maintenir ou de maintenir les gens sur le territoire, sur l'hôtel ou sur le territoire pour autoradio, mais au niveau de l'hôtel aussi, hein. Voilà, donc un partenaire qui organise aussi l'événement, qui finance l'événement sur son territoire, dans une institution de son territoire, qui attire des personnes du territoire et qui fait venir. Donc Autoradio qui est financé par le partenaire, qui ensuite la radio qui ensuite fait une émission de radio, etc. pour finalement faire passer des personnes qui vont finir cet événement, de les transformer éventuellement en auditeurs, en citoyens, en quelque sorte, et voilà, les fixer, voilà, en quelque sorte, les fixer sur le territoire, les localiser au sens, un peu le terme. Donc, pour conclure, donc c'est un nouveau modèle socio-économique, voilà, de micro-radio. Alors, c'est pas entièrement nouveau, vous l'aurez compris, hein, mais voilà, quand même, c'est intéressant. Donc c'est une radio de communication, une radio communicationnelle. Voilà, donc je parle d'outils augmentés de communication, une radio d'événement, une radio de partenariat. Et puis deuxième caractéristique, c'est quand même une radio assez fragile, assez précaire, éphémère, parce qu'il n'y a eu que quelques émissions, parce que ça dépendait d'un service civique. Le service civique, son objectif principal, c'était d'organiser des événements, etc. Donc la radio, c'est quand même venu après, à la fin. Et en fait, la plupart des émissions étaient diffusées. Le service civique était déjà plus en France. Il était plus dans l'organisation. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, une radio en partie éphémère aussi, et amateur, hein, puisque c'est des personnes qui sont en partie autodidactes. Donc la personne, l'animatrice, elle allait se former dans une radio locale à Lyon, à la radio, je ne sais plus si c'était un Radio Campus, où elle a demandé des conseils parce que c'était la première fois qu'elle faisait ça. Elle, c'était le développement économique, donc c'était pas sa priorité, voilà, mais ça l'intéressait évidemment.
Bon, alors juste pour recontextualiser tout ça, c'est évidemment, on a tellement parlé lors de ce colloque, on va continuer, c'est évidemment l'abaissement du coût technique, intellectuel, intellectuel c'est plus compliqué, en tout cas technique peut-être, et économique en tout cas, pour créer des nouvelles formes de radio ainsi, quoi, et notamment des podcasts. Voilà, au lieu de faire une radio de flux 24, 7 jours sur 7, on a voilà, un podcast par-ci, un podcast par-là, en fonction des événements, en fonction du pragmatisme à l'état pur, quoi. Mais quand même, voilà, juste pour dire qu'il y avait des liens aussi avec d'anciennes émissions de radio. Je ne sais pas, à l'époque, dans les années 50, 60, par exemple, une émission était attachée à une marque qui finançait l'émission. Vous pourrez me soutenir dans ce domaine-là. Je ne sais pas, Radio Circus, où voilà, il y avait un sponsor pour tout l'été ou pour toute l'émission. Il fallait répéter le nom régulièrement. C'était l'animateur lui-même ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi, avec les radios libres, en tout cas avec les radios locales privées ensuite, par la suite, aussi des radios d'organisation dont on se souvient tous. Donc des radios les partis politiques ont essayé de créer leur radio à l'époque. Les syndicats, les mutuelles ont tous essayé d'avoir leur radio un peu de propagande, d'organisation, quoi. Mais voilà, faire du flux, on l'a vu par exemple avec radio CGT, etc. Enfin voilà, l'audience ne suivait pas forcément. C'était plus compliqué que ça, quoi. Mais c'était des radios un peu temporaires d'ailleurs. Hein, beaucoup de radios étaient temporaires. Donc voilà, je pense que c'est fini. C'est un travail d'exploration et donc voilà, donc j'espère qu'on continuera. Et donc merci. Alors, merci à tous les trois. Nous sommes particulièrement en retard sur le programme. La conférence de clôture était prévue à 18h, à 16h45. Je ne sais pas si la pause café est maintenue. Pascal n'est pas dans la salle. Si ? Ok. Donc, juste pour conclure, je me propose de faire une question très courte à chacun des intervenants pour que peut-être accélérer un tout petit peu, si vous le permettez. Du coup, je voudrais, Raffaello, vous poser une question sur le dernier exemple que vous avez peut-être moins développé sur les radios militantes, notamment dans le contexte du G8. Peut-être si vous pouviez nous dire de quel profil étaient ceux qui ont mené ces radios. On a vu notamment que sur Nuit debout, c'était plutôt des gens issus de la radio, notamment de Radio France, qui avaient essayé de monter une petite radio au niveau de Nuit debout. Wisniewsk, excusez-moi, Wisniewsk. J'aimerais vous poser la question de sur quoi en fait les diasporas interviennent, sur quel sujet. Est-ce qu'il y a un sujet de prédilection sur lequel les diasporas interviennent? Est-ce qu'éventuellement politiquement ils souhaitent aussi se positionner? Et Sébastien, j'aimerais te poser la question. Tu as beaucoup parlé du contenu donc de ces radios. J'aimerais savoir si tu as des éléments d'information sur qui les écoute. Est-ce qu'il y a des gens qui les écoutent ou est-ce que pour l'instant ça reste des chercheurs comme toi qui se penchent sur leur cas? Voilà. Alors Raffaello. Alors, oui, merci pour la question. Bref, les profils de radio qui font naître Radio Gap, c'est un profil de radio pas militant dans la même façon dans des radios des années 70. Parce que, bien évidemment, la société a évolué, mais il y avait aussi un besoin pour certaines formations politiques pendant la préparation du G8, de se donner des instruments d'information différents par rapport à ce qu'allait dire la RAI ou les chaînes Fininvest, Mediaset de Silvio Berlusconi. Je vous rappelle qu'il était Premier ministre et il avait dit que le G8 pouvait devenir un véritable problème d'ordre public. Alors la finalité avec laquelle les Radio Gap vont naître est aussi d'informer d'une façon libertaire. Donc, les profils de ces radios, je pense que... Mais ceux qui les montaient, c'était des gens qui venaient des radios ou c'était des militants? C'était des gens qui venaient des radios parce qu'il y avait un circuit, un réseau d'une dizaine de radios, des stations radio, toujours émettantes. D'accord, merci. Wisniewsk? Oui, bon, en fait, dans le cadre des entrevues que j'ai eues avec des Haïtiens de la diaspora, particulièrement des leaders de la diaspora, en fait,
on peut dire que les gens de la diaspora s'intéressent à tout ce qui se passe en Haïti généralement. Mais il y a des thématiques spécifiques qui les motivent, et suscite une plus grande participation des Haïtiens de la diaspora. Il y a tout d'abord la question de l'insécurité en Haïti. Quand il y a des mouvements de protestation, il y a des zones de non-droit, de l'insécurité. En fait, on voit que c'est une thématique qui les intéresse parce que normalement, les Haïtiens de la diaspora ont leurs proches en Haïti, donc ils s'inquiètent pour la sécurité de leurs proches qui sont en Haïti, mais également pour leur propre sécurité parce qu'ils doivent se rendre en Haïti. Il y a d'autres thématiques comme la question de la propriété privée en Haïti. Les Haïtiens de la diaspora se plaignent souvent en fait de la spoliation de leurs biens privés en Haïti. En fait, c'est une question qui les intéresse quand ça fait débat en Haïti. Il y a d'autres questions, la question de l'insalubrité. Mais il y a également la question, en fait, les sujets politiques, les Haïtiens. Et en fait, on peut dire que les principales émissions de débat public en Haïti, c'est la question politique. Et les autres questions comme économiques, les problèmes sociaux sont tout simplement relégués au second plan. Donc, quand il s'agit de débat politique, les Haïtiens de la diaspora s'intéressent beaucoup à ça, comme je vous ai dit. Et en grande partie, les Haïtiens qui interviennent, c'est des gens qui avaient déjà une militance en Haïti, qui s'intéressent à la politique en Haïti. Donc, en résumé, c'est ce qui intéresse vraiment les Haïtiens de la diaspora. Oui, alors rapidement, donc, alors c'est pas pour rien que je l'ai appelé micro-radio, hein. Enfin, donc c'est les moyens économiques, mais c'est aussi en partie l'audience. Voilà, après c'est vraiment, voilà, c'est une question de potentialité plutôt que, donc oui. Alors il se trouve que comme j'ai interviewé un ex-animateur, c'est plus facile de parler de l'audience quand on est un ex-animateur, quand on est animateur peut-être. Donc voilà, par exemple pour Autoradio, donc c'était lui. Il m'a dit que quand il faisait ses émissions, parce qu'évidemment, comme tout est numérique, bah, évidemment, ils ont exactement toutes les informations sur l'audience, etc. Hein, ils peuvent tout savoir, le site internet, on peut tout savoir aujourd'hui. On est tracé. Et donc, voilà, par exemple, il me disait que 10 personnes en direct écoutaient son émission à l'époque, en 2006-2008. Après, là pour l'autre radio, Interradio, c'est simple, comme c'est sur SoundCloud. Tout le monde peut vérifier, on peut rien cacher puisque ouais, c'est comme YouTube, quoi. Donc effectivement, c'est un potentiel, et en plus les émissions, elles n'ont pas toutes été valorisées sur Facebook. Enfin voilà, c'est de l'expérimentation encore à l'époque. Voilà, c'est de l'expérimentation. Mais après, c'est vrai que par rapport à la SNCF ou par rapport à PSA ou Carglass, qui passe beaucoup à la radio traditionnelle, mais qui passe aussi au sein des structures Carglass qu'on peut écouter aussi, voilà, la radio Carglass. Là, c'est sûr que c'est de la macro-radio, c'est un peu plus de la macro-radio, parce que là, oui, on écoute, parce que c'est des outils de gestion de ressources humaines, enfin, ça a plein d'utilités en interne, en communication interne, voire en partie externe, etc. Donc, voilà. Je voulais juste rajouter un élément d'information. En fait, l'un des sujets ou bien l'une des thématiques qui intéresse beaucoup les Haïtiens de la diaspora, c'est quand les débats portent, par exemple, sur les droits de vote des gens de la diaspora. Je dois vous dire que la Constitution haïtienne de 1987, qui est actuellement en vigueur, ne reconnaît pas la double nationalité haïtienne et étrangère. Ce qui veut dire qu'en dépit de l'importance de la contribution de la diaspora et à l'évolution, en fait, au développement économique d'Haïti, ils n'ont pas le droit de vote. Ils ne peuvent pas occuper certaines fonctions comme ministre, sénateur. En fait, malgré leur capacité, donc, ils ne sont pas autorisés à occuper certaines fonctions, ils n'ont pas de droit de vote. Donc, quand cette question tombe dans le débat public, donc, les Haïtiens de la diaspora participent beaucoup, ils interviennent beaucoup sur cette question. D'accord. Merci beaucoup à tous les trois.